Retour sur le plateau de World Actu, voguons dès à présent vers d'autres cieux, des cieux gabonais pour justement la précision. L'information fait grand écho, M. Assiga, que le régime du côté du Gabon, le régime du président Oligui aurait décidé la suspension des réseaux sociaux. Les motivations restent floues. On a eu quand même une sortie du HAC, qui est la commission qui gère les médias au Gabon, qui a parlé de beaucoup de manquements. On évoque de diffamation, on évoque des manquements à l'éthique, on évoque des contenus assez clivants et n'honore pas la démocratie. Immoraux. On évoque un nombre de choses, mais est-ce que la question qu'on ne pourrait pas se poser, c'est que là où les réseaux sociaux sont existants ailleurs sur le continent, tout ce qui est mis en scène, ou alors brandi aujourd'hui par le régime gabonais, est-ce que tout cela n'existe pas? N'est-il pas question ici de régulation que de suspension? Bien. Merci Stéphane. Il faut dire une chose. Quand on parle de réseaux sociaux, quand on parle de la technologie, quand on parle de l'évolution numérique, nous aurons toujours le bon côté et le mauvais côté de la chose. Il faudrait que les Africains et les Camerounais comprennent que quand on parle de réseaux sociaux, à côté, nous aurons les bienfaits des réseaux sociaux que nous pouvons d'ailleurs vanter aujourd'hui, qui constituent toute une économie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui retrouvent effectivement de la valeur à travers les réseaux sociaux qui se font effectivement une économie en plus-value dans les différents pays où ils appartiennent. De l'autre côté, il y a que on n'a même pas besoin de rentrer dans le cas spécifique du Gabon pour nous interroger sur les causes de cette suspension. On sait tous que quand on parle de réseaux sociaux, nous aurons comme dérive l'arnaque, la cybercriminalité, la désinformation et tout ce qui va avec. Alors à partir de cet instant, souvenez-vous que le Cameroun a été victime et a toujours été victime de cette affaire. La dernière en date, c'était à la période post-électorale, avec des informations qui fusaient de partout, où n'importe qui disait n'importe quoi. Ça a toujours existé. Est-ce qu'on a le même logiciel au Gabon actuel? Je crois que Oligui a été élu, il entame en magistère et la situation est assez stable. C'est vrai avec il y a un régime qui est en place. Est-ce qu'il y a motif à aller prendre une décision aussi radicale? C'est pourquoi je dis... En termes de liberté d'expression, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle de désinformation, ce n'est pas toujours lié au processus électoral. Mais maintenant, dans la vie de la nation, lorsque, à un certain moment, un gouvernement se rend compte que la vie de l'intégrité de la nation commence à être attaquée à travers les réseaux sociaux, des mesures pareilles peuvent arriver. Mais nous pourrons donc nous interroger aujourd'hui si ces mesures sont des mesures adéquates par rapport au problème qui est posé. Parce qu'en réalité, ces mesures, nous avons la nette impression que feront plus de mal que de bien. Ah bon? Oui. En suspendant les réseaux sociaux dans un pays, au regard de ce que génère comme économie dans un pays, la suspension des réseaux sociaux dans un pays va causer plus de mal que de bien. C'est vrai que j'aurais dû vous poser la question de savoir que rapportent les réseaux sociaux dans un pays comme le Gabon. Mais justement, beaucoup de métiers sont nés à travers le numérique. Oui. Je parle par exemple ici du freelancing, qui voudrait que un jeune qui fait dans le numérique offre ses services à travers les réseaux sociaux et puisse en bénéficier. Vous n'évoquez pas les influenceurs, Je n'aime même pas cette expression, parce que ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Influenceur, un influenceur quoi? Un influenceur qui? Donc, de son côté, et c'est d'ailleurs, ils trouvent leur gain en étant influenceur. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, plus vous avez à travers les réseaux sociaux un certain nombre de vues, un certain nombre de likes, un certain nombre de visibilité, ça vous permet de gagner de façon pécuniaire. Donc, ça aide au niveau de l'économie. Mais maintenant, le véritable problème que nous pouvons nous poser et que les Africains devraient comprendre aujourd'hui, sommes-nous en mesure de contrôler le numérique en l'état actuel des choses
où l'Afrique se trouve. Parce que si nous étions capables de contrôler notre espace numérique, certaines choses n'arriveraient pas. Et cela est facile parce que cela a été appliqué ailleurs et on a vu les résultats. En Inde, par exemple, les réseaux sociaux sont réglementés. Il n'y a pas ce mélange que nous vivons ici au Cameroun et en Afrique de façon générale. Non, c'est réglementé. En Chine. Et même en Chine, déjà même que en Chine, nos histoires des réseaux sociaux vulgaires que nous connaissons, je ne veux pas les citer, que nous connaissons ici en Afrique, n'existent pas là-bas parce qu'ils ont leurs propres réseaux sociaux qui permettent ainsi, dans la conception, de mettre déjà un certain nombre de barrières. Faisons donc ainsi que le citoyen, lorsqu'il manipule, ne peut plus aller vers les dérives parce qu'ils sont contrôlés. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un pays sérieux se doit de procéder par ce qu'on va appeler le filtrage ciblé. Au lieu de faire la suppression totale, tu peux procéder donc par un ciblage, un filtrage ciblé qui vise ici à bloquer certains contenus. Oui. Vous voyez que lorsqu'on a ciblé, on bloque le contenu qui est néfaste par rapport à la vision de la nation. Ça, c'est possible lorsqu'un pays veut travailler. Nous avons également une possibilité de procéder par des coopérations avec des firmes qui gèrent ces réseaux sociaux. Il y a par exemple le Meta, il y a par exemple, bref, les réseaux que vous connaissez. Oui. On peut rentrer dans un système de coopération et leur demander le standard que nous voulons pour notre Afrique. Nous pouvons continuer avec d'autres méthodes comme la régulation algorithmique de ces contenus. Ça veut dire que au moment où nous gérons la coopération, nous leur demandons de générer des algorithmes qui vont permettre de limiter effectivement l'éveil numérique. Ça veut dire que s'il y a un mot sensible qui est sorti d'un contenu, l'éveil numérique permet de signaler cela. C'est vrai que sensible, pour la petite expérience, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop aux réseaux sociaux, mais le mot sensible, ça dépend de sur quelle latitude on se trouve. De quel côté parce que le sensible ici est plutôt très et protégé. C'est pourquoi j'ai parlé d'un contexte africain. Oui. Parce qu'il faudrait dire une chose, c'est qu'il y a des lois qui régissent effectivement le monde du numérique. Et c'est d'ailleurs, nous arrivons à d'autres mesures qui voudraient bien qu'il y ait des sanctions des auteurs qui, selon la loi qui régit effectivement le monde du numérique. Ça, c'est des solutions faciles que beaucoup de pays, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de gouvernants prennent lorsqu'ils sont dans les capacités de gérer. Pour terminer, je vais vous le dire, quand je parle de solutions faciles, vous ne pouvez pas me dire que aujourd'hui, vous avez, lorsqu'une femme est enceinte, à peine elle trouve de la difficulté à accoucher, qu'un médecin est arrivé pour prescrire la césarienne. Ça, c'est des mesures faciles. Or, les sages-femmes ont des techniques permettant ainsi de faire coucher cette dernière par voie basse. C'est la raison pour laquelle, quand on suspend, tout le monde n'est pas dans les réseaux sociaux pour vilipender un pays, pour désinformer, pour arnaquer. Il faut donc faire la part des choses et retirer le bon délivré. Merci. Monsieur Wona, je me tourne vers vous. Votre expérience d'outre-mer nous sera assez utile puisque vous êtes du côté de Suisse. Est-ce que l'approche ou alors la relation que les citoyens suisses ont avec ces réseaux sociaux-là est la même que vous percevez lorsque vous êtes au Cameroun? Est-ce que sur le continent africain, et en l'occurrence au Gabon, où la suspension est actée, est-ce que l'approche est différente? Que peut-on trouver dans des contenus en terre helvétique que l'on ne trouverait pas au Gabon? À l'inverse, y a-t-il une meilleure appropriation du potentiel de ces réseaux-là de votre côté ou alors du côté du Gabon?
Absolument. Très bonne question. Encore une zone, un pays où il y a beaucoup de camps, le Gabon. Je réponds directement à votre question sur le comparatif, Oui. l'expérience suisse, l'expérience africaine, avec les réseaux sociaux. Ne vous trompez pas, hein, détrompez-vous, nous sommes tous des humains. Tout à fait. Les outils technologiques mis à notre disposition, on les utilise tous à peu près pour les mêmes besoins, communiquer, rester en contact, vendre, acheter. Bon, maintenant, les hackers et tous ceux qui ont des intentions un peu compliquées, eux, ils vont en faire un autre usage, mais grosso modo, que ce soit en Chine, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon ou en Suisse, les jeunes qui vont sur les réseaux sociaux, c'est à peu près pour les mêmes besoins. Les adultes, les campagnes politiques ont découvert un nouveau terrain de jeu, les entreprises, c'est à peu près la même chose. Cependant, et vous faites bien de poser la question et ça me permet donc de faire, de relever les quelques différences qui peuvent... Allez-y. Voilà. Dans un pays développé comme la Suisse, c'est clair que les besoins ne sont pas forcément les mêmes que ceux que quelqu'un d'autre a au Gabon, par exemple. En Suisse, un géant des réseaux sociaux comme le groupe Meta, groupe Meta c'est Facebook, oui. c'est Instagram, WhatsApp. c'est WhatsApp. Et tout le monde, je suis à peu près sûr, si on fait un recensement, je crois, sur 10 personnes, 8 ont à peu près les mêmes, ces trois applications installées dans leur téléphone. Donc, en Suisse, quel est l'usage qu'on peut en faire? C'est forcément pour communiquer. Les étudiants pour acquérir des connaissances, envoyer... Alors, une fois que vous avez présenté votre ressenti en tant que citoyen, en fait, en tant que résident suisse, mais comprenez-vous la frilosité, entre guillemets, et je mets des gros guillemets, de l'État gabonais qui met en avant un certain nombre de récriminations à l'endroit des utilisateurs de ces différentes plateformes? Ce que j'ai compris de la réaction du gouvernement gabonais, ils appellent ça la haute autorité de la communication, le HAC, ou la HAC, je ne sais pas trop, mais en abrégé c'est HAC. HAC, je la connais d'ailleurs très bien. Allez-y. Voilà, ils disent, et le porte-parole du gouvernement est passé sur les antennes de TV5, ils disent qu'en fait, cette décision découle, est en fait le résultat d'un long processus qui a commencé il y a à peu près 2 ou 3 ans. Oui. Le gouvernement gabonais a contacté la direction du groupe Meta, Oui. qui est propriétaire de ces applications, leur ont dit qu'ils veulent, sur le territoire, leur juridiction, le territoire gabonais, que Facebook et compagnie aient un certain nombre de restrictions par rapport à un certain nombre d'activités des utilisateurs ici et là. Il paraît que c'est un processus qui a été initié par le gouvernement gabonais il y a 2 ou 3 ans, mais seulement le groupe Meta les a complètement ignorés. Oui. Donc, chaque gouvernement, vous savez comment il fonctionne. Si le gouvernement veut prendre une décision et veut faire entendre sa voix, le gouvernement n'a pas besoin de la permission de qui que ce soit, ils vont te sortir une raison du chapeau et ils vont dire voici la raison. Donc c'est une espèce de bras de fer qui a lieu entre le leadership du groupe, dans le groupe Meta et le gouvernement gabonais. Mais seulement lorsque 2 éléphants bagarrent, c'est l'herbe qui est piétinée. Qui en pâtit. C'est l'herbe qui en pâtit. Donc les étudiants gabonais qui ont besoin de WhatsApp par exemple, pour aller faire leur recherche, ou bien pour communiquer, peu importe l'usage qu'ils en font, c'est eux qui en pâtissent. La petite fille qui vend ses mèches sur Facebook, Oui. et que Facebook est complètement suspendu, c'est son chiffre d'affaires qui en pâtit. On peut compter à suffisance, à longueur de journée, tous les exemples sur le terrain au Gabon, mais la raison, ce n'est pas celle que le gouvernement gabonais avance. Le gouvernement gabonais dit que c'est pour assurer la cohésion du corps social gabonais, Oui. c'est-à-dire empêcher les gens qui font tout et n'importe quoi, des déclarations tendancieuses, diffamantes sur les réseaux. Mais si un gouvernement a besoin de taper
de donner un coup de taloche ou bien taper sur les doigts de quelqu'un qui veut sortir du rang. Est-ce qu'on a besoin de suspendre tout un pays? C'est une interrogation. Voilà. Une interrogation, monsieur Ona. On va faire réagir une ou deux personnes. Bonsoir à vous sur le plateau. Je pense que supprimer totalement les réseaux sociaux du Gabon serait excessif, car ils jouent aujourd'hui un rôle important dans la communication, l'accès à l'informatique, à l'information, l'éducation et même l'engagement citoyen. Des plateformes comme Facebook, Instagram ou TikTok permettent de rester en contact, de développer des activités professionnelles, de s'exprimer librement. Cependant, ils posent aussi des problèmes réels, des informations, des dépendances, cyberharcèlement, atteinte à la vie privée. Plutôt que de les supprimer, il semble plus raisonnable de mieux les encadrer par des lois adaptées, une modération plus efficace et une éducation numérique afin que chacun en fasse un usage responsable. Merci à vous, cher Félicien, depuis Yaoundé. Bonsoir à vous en studio. S'il vous plaît, certains citoyens comme moi personnellement ne savons pas quelle est la cause de la suspension des réseaux sociaux au Gabon. Nous voulons savoir pourquoi cette suspension. Merci à vous, cher monsieur depuis Damas. Restez sur Info TV. Vous saurez pourquoi les réseaux sociaux ont été suspendus au Gabon. Alors, monsieur Émile Abondo, lorsque l'on sait justement que chaque État voudrait asseoir son autorité, on ne saurait négliger des aspects inhérents à la communication, justement à l'intégrité communicationnelle de son pays. Le gouvernement gabonais aujourd'hui qui s'exprime, pensez-vous qu'il soit dans son bon vouloir, de vouloir normer et réguler, ou alors pensez-vous qu'il y ait un côté excessif et qu'il puisse y avoir atteinte justement à la liberté d'expression que ces réseaux sociaux offrent à tous les citoyens gabonais dans la faculté d'échanger, de communiquer et de justement se parler via les différentes plateformes? Ben Stéphane, il faut déjà le préciser, la constitution gabonaise permet à ce que l'État gabonais puisse réguler le mécanisme de la communication au sein de son territoire. Oui. Bon, peut-être je peux mettre entre parenthèses, je peux procéder à l'époque l'article qui en parle, mais je voudrais dire que l'usage des réseaux sociaux, M. Segala a dit, c'est l'ouverture, c'est une problématique internationale. C'est-à-dire que le monde est devenu un village planétaire et fondamentalement, les réseaux sociaux participent à ce que les pays ne soient plus isolés et que rien ne soit plus caché. Et les réseaux sociaux participent de cela. Mais un téléspectateur vient de poser une question qui me permet d'embrayer sur pourquoi est-ce que, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi est-ce que l'État gabonais prend cette résolution. Et maintenant, parce que ce n'est pas la première fois, lors de l'ancien président, lors de la campagne présidentielle, il y avait eu rupture des réseaux sociaux, mais ça n'avait pas duré. Mais cette fois-ci, c'est que le président Oligui, après sa prise de pouvoir de façon légale et légitime, fait face à un certain nombre de problématiques. On ne peut pas dire qu'il ne les avait pas prévues, mais qui deviennent fondamentalement visibles, perceptibles, saillants, mais surtout récurrents, et dont les réseaux sociaux sont non seulement le relais, mais constituent ce qu'on peut appeler une boîte à Pandore pour déstabiliser la société. Tout a commencé par une grève, la grève des enseignants. Oui. Et cette grève des enseignants a communiqué, ça a participé par effet de contagion. Vous voyez, on est allé au niveau de la communication, on est allé dans d'autres ministères et ça a fait rejaillir un certain nombre de lacunes qui étaient presque non perceptibles et presque invisibles. On n'a pas pu se rendre compte au moment où le président prenait le pouvoir que les enseignants avaient 10 mois d'arriéré. Vous voyez, lorsque le président vient avec la bonne gouvernance, l'application de la bonne gouvernance, on ne savait pas que les enseignants avaient un tel problème. Et ça n'a fait ça n'a fait que relayer, ça allait au niveau des journalistes, c'est allé au niveau des autres ministères. Le problème est devenu un problème national et il était relayé, il a pris de l'ampleur à partir des réseaux sociaux au point où l'information était devenue non contrôlable et ça allait dans tous les sens. Alors, accablé, dérangé, outré par ce mécanisme qui faisait en sorte qu'il n'y ait plus de secret au sein de l'État et que tout soit divulgué dès la première minute, le gouvernement s'est vu obligé, à partir de la structure à laquelle vous avez fait allusion, la HAC, de rompre
rompre fondamentalement avec les réseaux sociaux, mais dans un registre bien précis, parce qu'il faut bien qu'on explique aux citoyens que cette rupture avec les réseaux sociaux ne concerne pas l'administration et la gestion des finances, c'est-à-dire les banques et autres. Vous voyez, parce qu'ils fonctionnent par le numérique et autres. Donc, vous voyez donc de ce côté, sur le plan administratif et sur le plan de la gestion des fonds et des banques, on a laissé ce volet, mais c'est sur le volet social où le citoyen lambda n'arrivait pas à contrôler ce qu'il a dit, ce qu'il doit relayer, ce qu'il doit même dire, et parfois, on en arrivait à dire, je ne voudrais pas dire du n'importe quoi, soit au sujet des autorités ou alors au sujet des autres citoyens qui ne savaient que dalle de ce qui se passait. Alors, donc, à ce niveau, oui, M. Abondo, je vous en prie. Est-ce que, justement, on ne peut pas se poser des questions sur la capacité de l'État gabonais à réguler, à normer son espace? S'il faut supprimer les réseaux sociaux, parce qu'il y a quelques citoyens mal engagés qui en ont après peut-être l'image du pays, en ont après la politique du président Ollier, en ont après justement les orientations opérationnelles du président. Est-ce que ce n'est pas une incapacité normée, actée des institutions gabonaises? Est-ce que la batterie de mesures que M. Assiga propose sur ce plateau ne sont pas connus du côté du Gabon, de façon à ce que on puisse tout d'abord aller de façon normative? Lorsque l'on supprime les réseaux sociaux, que fait-on des enseignants, que fait-on des chercheurs qui, eux, ont besoin justement d'inter-échanger entre eux pour pouvoir comparer leurs résultats? Ça tue un pan important de la vie publique et même de la vie économique dans un pays. Mais pour vous répondre, je procéderai à une approche qui relève de la psychanalyse. C'est-à-dire, je prendrai l'adultomorphisme. C'est vrai, vous le dites souvent, comparaison n'étant pas raison. Qu'est-ce que le Cameroun n'a pas vu lors de la préparation aux élections présidentielles à travers les réseaux sociaux? Que n'a-t-on pas dit? Que n'a-t-on pas vu? Mais on a vu la capacité du gouvernement camerounais à encaisser, à pouvoir résorber, à être résilient, mais à juguler, à comprendre que c'est un phénomène de la modernité qui vous expose et qui met en relief en même temps ses avantages et ses inconvénients. Mais maintenant, arrivons du côté du Gabon et comprenons pourquoi. Vous avez le président à la tête. Ben écoutez, n'oubliez pas, vous savez, on dit souvent l'enfant est le père de l'homme. Donc n'oubliez pas le passif du président gabonais. C'est-à-dire qu'il sort d'une éducation essentiellement rangée. Je ne voudrais pas dire essentiellement militaire. Et de ce point de vue, vous pouvez comprendre que lui, il y a un certain nombre de choses avec son éducation antérieure qu'il pourrait ne pas tolérer. Parce qu'il voudrait conduire son pays, non pas de main de fer, mais avec une orientation, un vademecum, qu'il se voudrait non seulement objectif, mais aussi rigoureux. Et de ce point de vue, il pourrait ne pas tolérer un certain genre de choses que les autres pays tolèrent. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous voyez donc, avec force insistance, il prend une première mesure. C'est vrai que la mesure telle qu'elle est véhiculée dans les réseaux sociaux ne nous amène pas à comprendre que c'est une mesure conservatoire, mais ça pourrait bien l'être, parce qu'à un moment donné, les chercheurs vont faire valoir leur orientation. Les écoles, vous savez, nous au Cameroun, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Et la digitalisation nous impose une entrée fondamentale et fracassante dans les réseaux sociaux. Et on ne saurait dire à un enfant qu'il est ouvert à la digitalisation et lui dire qu'il est interdit des réseaux sociaux. Donc, à un moment donné, je crois que le président a pris une mesure qui pourrait s'apparenter comme étant une mesure conservatoire. Et avec le temps, et avec la pression des instances internationales, la pression des voisins, la pression même de la population et la pression peut-être aussi de son entourage, certainement il reviendra et à terme, on verra comment ça va se passer. On peut tout simplement dire Josué Tansi. Josué Tansi, pour vous, Émile Abondo, du côté de Côte d'Ivoire, que dit-on? Bonsoir Stéphane. En Côte d'Ivoire, il existe une police des réseaux sociaux, la PLCC. Toute dérive sur les réseaux sociaux par toute personne résidant en Côte d'Ivoire est passible de poursuites judiciaires. Les exemples sont légion. Suspendre les réseaux sociaux est archaïque, suranné et pose le problème de la modernité de la gouvernance du régime actuel. Les réseaux sociaux sont établis, seront rétablis dans quelques jours au Gabon. C'est ce que M. Udner Kwedi, du côté de la Côte d'Ivoire, nous dit. Alors, Jean-Moïse Mbok, en termes d'image,
est-ce qu'une attitude ou une décision telle qu'elle prise par le régime gabonais aujourd'hui n'est pas de nature à poser problème? Lorsqu'on est à New York, lorsqu'on est à Berne, on est à Genève, on est à Washington, et qu'on apprenne que dans un pays africain, avec toutes les connotations parfois péjoratives qu'il y a autour de nos pays, il n'y a pas Facebook parce que quelqu'un aurait diffamé le gouvernement ou bien membre du gouvernement. C'est vrai qu'en termes d'image, ça peut interroger. Mais écoutez, nous sommes dans un continent où on choisit de copier ce qui nous arrange. Et on choisit de ne pas prendre ce qui est bien ailleurs parce qu'on a d'autres objectifs derrière la tête. Vous voyez, ce problème-là, M. Abondo l'a dit, c'est une grogne sociale qui n'est pas contenue. Qu'on veut étouffer. Qu'on veut étouffer. Seulement, ça nous ramène au premier sujet. Le premier sujet parlait de communication. Vous savez, dans les nations développées, le gouvernement communique. 1, il y a la transparence. 2, il y a la vision. 3, il y a une communication ciblée. Vous remarquez, quand il y a un problème à New York, le maire communique. Le gouverneur communique, ou le gouvernement central communique, ou le préfet de police a communiqué. Attendez. La HAC gabonaise a communiqué. Non, la HAC n'a pas communiqué. La HAC a donné l'information d'une sanction. A motivé justement les raisons qui amènent l'État à prendre une décision aussi radicale. Laissez-moi expliquer ce que j'appelle communication. Allez-y. Ici, en Afrique, c'est dommage qu'on ne se rende pas compte que nous sommes les seules élites qui se prennent pour Crésus, pour le roi, je ne sais pas, Baudouin de Belgique, ou ailleurs, et notamment en France. Le procureur de la République parle quand il y a un problème social. Tout à fait. Les ministres parlent quand il y a un problème social. Le maire parle quand il y a un problème social. Pourquoi chez nous, en Afrique, on a toujours l'impression que dès qu'on a atteint une fonction, on doit ressembler à Paul Biya qui lui a décidé d'entretenir les silences. C'est son droit. Il est le président. Il est au-dessus. Il peut avoir des silences. Mais il est hors de question que les sectoriels ne communiquent pas. Parce que quand il y a une grogne... Est-ce qu'ici, les questions sectorielles, Jean-Mouy? Mais je vous explique, Stéphane. Quand il y a une grogne, le gouvernement doit communiquer sur ce qu'ils font déjà pour résoudre le problème, pour adresser la situation, de manière à ce que les réseaux sociaux ne relèvent pas des fake news. Et quand il y a un fake news, et que dans les mêmes réseaux sociaux, il y a une page du gouvernement où on peut aller chercher la bonne information, ça dilue la méchanceté qui est envoyée contre le chef. Émile Abondo parle du militaire qui a décidé d'offrir des taxis aux jeunes Gabonais, d'offrir des emplois, créer des meilleures conditions de vie. Une société merveilleuse. Une société merveilleuse. Il est en train de travailler à ça. De l'autre côté, il y a des problèmes qui peut-être sont en train d'être résolus. Mais l'absence de communication crée la panique. Et parce qu'il y a panique dans les réseaux sociaux, on dit tout et n'importe quoi, mais on peut aussi créer des pages officielles où on a l'information et la communication officielle. Ça se fait dans le monde entier. Pourquoi en Afrique on ne fait pas ça? Nous sommes paresseux ou nous sommes méchants? C'est là la question qu'il faut se poser. Vous avez pris le cas de New York. Vous avez pris le cas de la Russie, des États-Unis. Ailleurs, on ne coupe pas les réseaux sociaux parce qu'il y a un contrepoids informationnel. On sait où on trouve l'information du ministère de la Santé, de la Justice, de l'Éducation, de la Présidence, et ainsi de suite. J'ai même suggéré ici une fois que le Cameroun doit se doter d'un porte-parole de la Présidence. Pour qu'on évite les hautes instructions de cacophonie qu'on ne comprend plus. Parce que s'il y a une communication de là-bas, et ça se fait dans le monde entier, aux États-Unis, en France, et ainsi de suite, la présidence a une voie de communication. Il faut donc que pour éviter... C'est le secrétaire général de l'Élysée qui fait office de porte-parole de la présidence. Porte-parole de la présidence. Oui, ça veut dire qu'on peut joindre les effets, Jean-Moïse. J'ai dit que ici ce n'est pas compliqué. On prend quelqu'un qui est déjà en fonction. On peut communiquer depuis le secrétariat général, on peut communiquer depuis le cabinet civil, mais il faut qu'il y ait une communication de la présidence qui est claire, qui est officielle. Quand celui-ci a parlé, il ne parle pas qu'en tant que SGP ou DCC, mais aussi en tant que porte-parole de la présidence. La précision vaut la peine, Stéphane. C'est le problème qu'on a en Afrique et le Gabon devrait nous parler. Pour nous dire, on doit gérer les populations aujourd'hui dans le véritable cadre du contrat social, qui est le respect de la volonté générale. Qu'est-ce que les populations veulent qu'on leur dise? Les enseignants n'ont pas de salaire. C'est clair. Voilà un problème qui est posé sur la table. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire? Forcément, il travaille.
Mais maintenant, quand ils sortent de séance de travail, c'est parce qu'on nous a sorti ça avec le port de Douala et compagnie, où on sort de séance de travail. Non. On vient vous dire, le gouvernement a pris acte de tel type de problème, de telle situation, on est en train de chercher des solutions. Stéphane, quand le gouvernement l'a dit, le ministre des Enseignements, par exemple, le dit, et que sur les réseaux sociaux, quelqu'un vient dire, oh, ça fait 10 mois, on n'a pas de salaire. On fait tout de suite le parallèle en disant, l'État est en train de s'en occuper, et le problème est moins pesant, il est moins lourd. C'est parce qu'il n'y a pas de communication gouvernementale sur des questions sociales que les réseaux sociaux deviennent un problème. Si on veut résoudre le problème à la base, il faut commencer par communiquer juste, être transparent, dire la vérité. Maintenant, mon frère a posé un problème de calibrage des réseaux sociaux au Gabon. Le problème de l'Afrique, c'est qu'on veut imiter sans se renseigner. Ce n'est pas gratuit, c'est payant. Mais nous, on pense que, comme on est l'État, et que vous utilisez votre service chez nous, on doit vous dire comment ça se passe. Vous ne voyez pas les procès tous les jours dans l'Union européenne avec Facebook. Pourquoi? Parce que c'est une négociation pécuniaire qui entraîne cela. Parce que quand vous voulez un calibrage, mais bien sûr, vous voulez un calibrage, il faut un appareillage particulier qui est à vous. Mais vous ne payez pas, vous ne donnez pas les moyens, vous n'entraînez pas un dialogue. Stéphane, ici au Cameroun, parfois il faut saluer ce qui est bien fait. Et de venir avec Google ici, pour dire attention, on n'est pas d'accord avec ça. Et allez observer que, par exemple, la pornographie, vous la trouvez très peu sur Google aujourd'hui au Cameroun, c'est plus ou moins contrôlé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail en amont. Au Gabon, on ne sert à rien de fermer Facebook, WhatsApp et autres. Qu'on commence par communiquer dans la transparence avec les populations. Si on veut calibrer les réseaux sociaux, qu'on paye le prix, parce qu'ailleurs on paye le prix, quand la France a dit qu'on ne veut plus que les enfants de moins de 16 ans aient accès à Facebook, il y a un algorithme qui est créé d'office. Et ce n'est plus la question plate qu'on pose que tu as plus de 18 ans, au moins de 18 ans. Non, c'est que tu vas mettre ton visage. Et ça doit lire à partir de ton visage. Sinon, il y a l'autorisation parentale qui est requise. Mais c'est payant, Stéphane. C'est payant. On refuse de payer le prix, mais on veut dire que non, si les services se dérangent, c'est les opérateurs économiques. Ce n'est pas vrai. Il faudrait qu'on soit responsable et juste dans la gestion de ces segments en Afrique. Je sors en disant, parce que M. Asiga a pris la peine de le rappeler, ne soyons pas réactifs aux problèmes qui sont posés, soyons proactifs. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous posent un problème de gestion sur la durée. Comment est-ce qu'on va gérer ce problème? Les solutions qu'il a mises sur la table sont salutaires. Mais il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique. Parce que si nos politiques veulent que les jeunes continuent dans la confusion et le désordre, et ça les arrange parce qu'ils ne veulent pas faire quelque chose de particulier, ils ne vont pas appliquer ces mesures. Mais s'ils veulent que les choses changent véritablement, fondamentalement, ils vont revenir sur les mesures qui ont été présentées ici et pouvoir montrer que nous ne sommes pas dans une affaire où les gens font ce qu'ils veulent comme ils veulent, mais qu'ils respectent la volonté générale et qu'ils pensent que les populations doivent être encadrées et prises en charge. Merci Jean-Moïse Mbok. Alors, M. Asiga a bien y regardé, pour ceux qui sont attentifs aux actualités venues de Libreville et du Gabon. Il y a toujours cette supputation entre le social et le politique. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont suspendus. M. Emile Abondo nous faisait le feedback qu'il s'agirait d'une réponse à une grogne sociale portée par les enseignants. Est-ce que vous pensez qu'on applique la bonne thérapeutique peut-être à la mauvaise réponse? Oui, moi je suis fier que M. Abondo ait vu à planter le décor pour faire comprendre effectivement que c'est une gouvernance du Gabon qui est en train d'échouer. Parce que on ne peut échouer, vous dites? Oui, j'ai dit échouer. Donc, parce que disons que j'ai qui peut mieux faire? C'est un plan particulier. Oui, je le dis pourquoi? Parce que quand on sait très bien que, sauf si le président Oligui va nous faire comprendre qu'il a passé la période de la transition jusqu'à ce qu'il soit aujourd'hui, sans qu'il soit au courant qu'un secteur comme l'éducation, les enseignants ont plus de 10 mois d'impayés de salaire. Que dans un autre secteur, la communication des journalistes et autres, la santé et tout ça, qu'il y avait tous ces problèmes et que le président Oligui n'était pas au courant de tous ces problèmes.
Alors ça veut dire que c'est un aveu d'échec qu'ils sont eux-mêmes en train de nous faire comprendre que il est venu prendre un système qui était déjà, je dirais, pourri, mais qui n'a pas pris la peine de sonder et de voir en tant soit peu qu'est-ce qui ne va pas. Lorsque je l'ai dit, je reviens effectivement sur ce que M. Philemon disait tout à l'heure. Il a posé un problème, le fait que les autorités gabonaises se sont rapprochées des responsables du groupe Meta afin de coopérer. Et j'ai parlé parmi les solutions tout à l'heure, j'ai parlé de la coopération. Qu'est-ce qui a fait blocus? C'est que les responsables du groupe Meta n'ont pas donné une suite favorable. Oui. Pour quelle raison? Nous n'en savons rien. C'est là où je vais rejoindre le docteur Mok, qui fait comprendre... Alors, on voit Mark Zuckerberg accourir à l'Union européenne. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'effectivement, que là, je peux être d'accord avec M. Mok, que ces services ne sont pas des services gratuits. Il faut une bonne coopération pour que... Ne venez pas avec ayant un ego surdimensionné pour dire que en tant qu'État, et comme vos services sont dans mon territoire, voici ce que nous voulons. Il faut faire attention. Ouais. C'est du gagnant-gagnant. Ils viennent gagner effectivement dans votre territoire. Vous aussi, vous gagnez. Et vous posez donc effectivement la problématique. Comment gérer cela? En Afrique, nous ne sommes pas encore propriétaires de ces firmes. Voilà. Même les satellites, parlant même d'intérêt, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Non, on est en train de commander. Je vais prendre un exemple simple. Lors de la transmission des matchs de la CAN en Afrique, vous êtes responsable de quel signal ici? Vous êtes responsable de quel... Alors c'est vous-même qui jouez, n'est-ce pas? C'est l'Afrique qui est en train d'organiser son championnat, sa Coupe d'Afrique des Nations. Vous n'êtes responsable de rien. C'est plutôt le groupe que nous tous nous connaissons qui vient gérer effectivement la retransmission du signal dans votre territoire et vous impose cela. Pourquoi vous ne sortez pas les gros bras en tant qu'État pour leur faire comprendre que pour que votre signal passe dans mon pays, voilà ce que nous vous disons. Non, mais vous négociez plutôt. C'est pourquoi il faut payer. Et vous payez même. Et de transmission. De notre transmission est très très cher. Vous payez. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'Internet en Afrique, nous ne sommes pas encore propriétaires. Nous ne pouvons que commander, aller vers eux, qu'en fonction de l'éthique de notre société, voilà les choses que nous voulons que vous mettiez à la disposition de notre jeunesse, à la disposition du peuple africain. Et pour cela, quelle est la facture? Ouais. Oui, quelle est la facture? Parce on devrait s'interroger sur les contenus aussi. Parfois. Et à partir de cet instant, les relations doivent... D'où la coopération. Vous me donnez une facture, je vous dis, vous revoyez un peu ça à la baisse. Voilà donc d'où la nécessité de coopération. Je tiens à rappeler que dans ces mesures, ils sont en mesure de gérer, de limiter les retransmissions de messages. Ça veut dire que si vous inventez votre fake news, lorsque vous me l'envoyez, je sois incapable de le redistribuer à quelqu'un d'autre. Oui, c'est possible. Vous voyez comment ils sont limites, ces charges de fake news. C'est des mesures qu'on peut bien prendre et qui peuvent bien aider. Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on aille toujours vers ces gens? Il faudrait qu'on reconnaisse que nous ne sommes pas encore industrialisés, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Il faudrait que nous acceptions ce qu'on nous propose avec négociation. Mais maintenant, si nous ne pouvons pas le faire, ce n'est pas des intelligences qui manquent en Afrique. La hack qu'on venait de citer tout à l'heure n'est qu'un outil de relais, que je peux dire ainsi, ne décide de rien. Ce n'est qu'un outil de relais, tout est décidé vers ces firmes-là qui possèdent des serveurs de données, de vos données, qui possèdent des serveurs de vos données et qui peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Merci. 30 secondes. 30 secondes. Pour expliquer ça, 30 secondes. Est-ce que vous avez remarqué que dans les réseaux sociaux, là, Facebook notamment, il y a des publicités intempestives? Bien sûr. Parce que c'est ça qui les paye. Oui. Donc, si vous voulez négocier, payer le prix, d'abord, l'avantage, c'est qu'on va arrêter les publicités intempestives parce que vous avez payé le prix. Et maintenant, vous allez avoir votre calibrage comme vous voulez. Merci. Alors, monsieur Ona, aujourd'hui,
on ne va pas dire que le Gabon est à la croisée des chemins en termes de communication et de présence. Toute l'Afrique. C'est un exemple. La situation gabonaise devrait être, je suis d'accord avec vous, Jean-Moïse Mbok, interpellée sur le continent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se positionne lorsque tous nos jeunes filles comme garçons sont accros à ces espaces-là, ces plateformes-là? Comment est-ce qu'on se positionne en tant qu'État ou alors en tant que continent? Lorsque M. Assia le disait, nous ne gérons rien sur ces histoires-là. On a Zuckerberg et l'État qui sont aux États-Unis, qui organisent le monde selon leur vision, avec des valeurs qui sont les leurs. Comment est-ce que nous on se positionne? À l'ère de l'intelligence artificielle, la question qu'on venait de poser, elle, comme celle qui a précédé celle-ci, elle vaut son pesant d'or pour une raison toute simple. Les 3 révolutions qui ont changé le cours de l'humanité, elles ont toutes été, on les localise toutes dans le même coin du monde, l'Occident. Oui. Le moteur à explosion pour la révolution industrielle, c'était en Angleterre. Les États-Unis ont standardisé tout ça et la mécanisation qui en est suivie a produit un boom économique. On peut le vérifier aujourd'hui. La deuxième révolution, c'était la digitalisation, l'informatique d'abord, et ensuite donc la digitalisation. Et la troisième, ce sera avec l'intelligence artificielle. Monsieur Roland, oui. Permettez, puisque nous faisons l'émission pour ceux qui nous regardent, on nous regarde abondamment, c'est pas un secret qui est trahi ici du côté du Gabon. Permettez qu'on relaie cette contribution qui nous vient du Gabon, puisque c'est le plus 241 que nous reconnaissons à l'instant. Bonsoir, ce qui est dit est totalement faux. La suspension des réseaux sociaux au Gabon n'a rien à voir avec la grève des enseignants. Moi-même, je suis enseignant, je sais de quoi je parle. La décision est certes perçue comme extrême, mais il y a un certain nombre de déviances qui fragilisent effectivement le vivre ensemble chez nous. Nous attendons vivement que des mesures de régulation soient prises pour ne plus revivre ce qu'on a connu par le passé. Vous nous dites, mais vous ne nous dites pas aussi de quoi est-ce qu'il est question. Bon, on espère que vous nous reviendrez avec plus d'informations. Monsieur, vous allez-y. Tout à fait. Donc, ces 3 révolutions ont fait que l'humanité en soit là où elle est aujourd'hui. La question que vous posez, c'est, OK, allons-nous continuer à être les spectateurs de tous ces mouvements, ou allons-nous enfin prendre l'initiative et planter notre drapeau sur notre territoire et dire, ici, c'est le chez nous, mais on ne peut faire cela qu'avec une volonté politique. Il y a une initiative qu'on appelle la ZLECAf, la zone de libre-échange économique qui concerne les 54 pays d'Afrique. Est-ce que vous entendez parler de cette initiative de manière récurrente sur les plateaux de télé, dans les journaux télévisés ou radiodiffusés? Voilà l'outil qui va nous permettre de commencer à émerger, économiquement parlant. Et là, j'en parle pourquoi? Parce que individuellement, aucun pays africain ne peut dire au groupe Meta, voici les termes de notre contrat, et si vous ne les respectez pas, vous pouvez aller au faire ailleurs. C'est pas possible. Nous devons nous mettre soit sous la forme de la CEMAC, là on pèse au moins, on va dire 65 à 80 millions d'habitants, soit sous la forme de la CEAC, là on passe à l'étape de 120 millions, soit sous la forme de l'Union africaine. Voilà, notamment la ZLECAf, parce que c'est beaucoup plus sous l'angle économique. Mais le Gabon, 4 millions, 100 millions, le Cameroun, 30 millions. Si le Gabon s'énerve, le groupe Meta, je ne pense pas que ça leur fasse quoi que ce soit. Alors que si la CEMAC s'énerve, si la CEMAC s'énerve, on peut commencer. C'est comme en boxe, il y a des catégories, il y a plus léger, il y a lourd. Donc, si on se... Tout ça dépend de la volonté politique. Si les politiciens ne s'assoient pas, rentrent leur ego un degré en dessous du menton, font venir sur la table les ingénieurs, des experts, des gens qui ont la volonté de voir l'Afrique émerger comme clament les politiciens, mais je vous garantis qu'en moins de 5 ans,
ce genre de titre dans l'actualité, ce sera du passé. Du passé. Merci. Stéphane, je voudrais expliquer en 30 secondes parce que ça donne une orientation internationale, le problème que nous examinons. Vous savez que la scène internationale nous a toujours fait face à un type de relation, on parle des relations bilatérales. Oui. Mais nous sommes à l'heure actuelle sur la plateforme des relations multilatérales. Pourquoi? Parce que nous avons ce qu'on appelle dans le cadre des relations internationales des nouveaux acteurs. Et les nouveaux acteurs, c'est qui? Ce sont ces firmes-là. Oui. Et il existe une façon d'aller vers ces firmes en vue de négocier les rapports entre les États et ces firmes. Les firmes négocient avec les États et ceci vice-versa. Et si vous avez suivi à un moment donné, je crois dans les années 2008, il y avait une actualité dans le domaine économique, on parlait de la prégnance des APE, les accords de partenariat économique, où on demandait aux pays africains d'aller face à la communauté européenne en groupe. Et on a vu des pays africains s'isoler, se déchaîner, aller individuellement. C'était plus porteur quand on allait en groupe que quand on allait de façon individuelle. Absolument. Et c'est pratiquement ce que M. Oné est en train d'expliquer sur l'échiquier international, que ce serait intéressant que les pays africains s'adressent aux nouveaux films de la scène internationale en groupe que de façon individuelle. Merci. Mais la question qu'on devrait se poser dans ce nouveau partenariat entre les nouveaux acteurs de la scène internationale, c'est que pourquoi c'est mal négocié avec certains et ça ne fait pas de bruit ailleurs? Rapidement, je veux insister que nos amis du Gabon comprennent très bien. Il n'y a pas un problème contre le Gabon. Nous n'avons pas un problème contre le Gabon. Nous sommes en train de dire qu'il y a une situation et on la met sur la table dans le but de trouver des solutions. Tout à fait. Il faudra donc que ceux qui nous suivent du Gabon, que ce soit les autorités ou les populations, qu'elles comprennent très bien que nous sommes en train de dire ici qu'on a besoin qu'il y ait plus de communication, qu'il y ait plus de transparence, de visibilité. Et maintenant que les populations fassent confiance à leur chef de l'État et à leurs dirigeants, parce qu'ils sont forcément en train de chercher des solutions. Loin de nous, une intention de faire pousser à quiconque. Merci Jean-Moïse Mbok pour justement cette clarification de notre position ici. Oui. Nous avons beaucoup parlé, nous avons parlé de nos frères du Gabon, on a parlé des ECAM. D'ailleurs, il y a l'ouvrage Les ECAM, ce peuple Yehoudim, qui est justement aujourd'hui mis en avant. On continuera la saga des ECAM, Monsieur Ona, on continuera à en parler, c'est important, puisque l'on sait, et l'on devrait savoir, oui, c'est intéressant. Les bassins sont nous venant. Les bassins ne sont pas les ECAM, on l'a appris. Ils sont on va donner des détails. On va pas se reposer les carnets. Merci, monsieur, d'être venu sur Info TV Plus, la télé. J'aimerais dire, le top management insiste dessus, c'est la télé du vivre ensemble. Nous tous, on devrait se retrouver. Donc, votre ouvrage tombe entre de très très bonnes mains et on continuera d'en parler autant que besoin se fera. Lorsque je l'ai dit, je vais vous dire merci d'avoir regardé ce programme. Vous ne bougez pas, vous aurez de l'information dans les prochaines heures sur Info TV, puisque c'est ce qui nous différencie et nous particularise des autres, l'information. La vraie, c'est sur Info TV. Dès 20h, en formule Shakespeare et Molière, comme vous en avez l'habitude, puisque sur Info TV, nous faisons parler les langues, toutes les langues. Bien le bonsoir.